Bonjour, Marjorie Jouan. Je suis de passage ici, mais j'en ai profité pour venir. J'aurais une question concernant, puisque vous avez parlé à un moment donné de la réaction du maire de Marseille, de connaître. J'aurais aimé savoir quelles étaient vos relations, qu'elles soient financières, qu'elles soient en prêt je dirais plutôt bienveillante, éventuellement faciliter les choses, etc., avec les collectivités locales, avec peut-être les parcs naturels régionaux qui sont pas très loin de chez vous, du pays salonnais. Et donc, si vous pouviez nous expliquer un peu comment je dirais, ce groupe finalement s'organise et vit avec son environnement. Oui, on va essayer de prendre d'autres questions s'il y en a. Oui. Merci. Moi, je voulais faire une précision parce que j'étais dans l'organisation de l'Alternative à Marseille. Et au fait, je voudrais dire qu'on a tenu quand même le village alternatif à Marseille, au cours Julien, et qu'on a aussi reçu les tandems à l'Estac. Et on a fait une petite vélorussion dans la ville. On a fait une petite animation à la porte de Gaudin où quelques mots lui ont été adressés. Donc, comme quoi, parfois, voilà, il y a des actes qui sont peut-être sans autorisation, mais qui sont légitimes. C'était difficile pour nous de se dire est-ce qu'on le tient, est-ce qu'on ne le tient pas. Mais comme on se pensait légitime et que ça fait un grand buzz dans les réseaux sociaux, comme quoi parfois ça marche, du coup, le maire s'est un peu retracté, a dit oui, au fait, c'est parce que le lieu qui vous avait proposé, il n'était pas adapté, mais on était ouvert à d'autres propositions. Alors qu'on a fait plusieurs propositions et toutes ont été refusées, sans négociation, sans argumentation. Donc voilà, je voulais juste compléter un petit peu cette information. Merci et bravo pour cette organisation. D'autres questions? Oui, c'est deux. On va déjà répondre à la première et puis après ça en fera venir d'autres. On a le temps, hein, on m'a dit il y a demi-temps, donc c'est vrai que c'est plus sympa d'échanger plutôt que d'écouter pendant 1h30. Les relations avec les collectivités locales. Merci de poser cette question. Parce que ce qui est intéressant dans un mouvement comme ça, c'est de se dire, comme je vous l'ai dit, c'est nous qui avons le pouvoir. C'est-à-dire qu'on décide de faire et on fait quoi qu'il arrive. Voilà, Alternativa, excellent exemple, quoi. Il veut pas, il veut pas, quoi. Ça n'empêche pas que ça se fasse quand même. Donc la première relation, c'est de se dire finalement il n'y a pas de relation. Nous on décide d'agir, on fait ce qu'on a à faire. Bon, alors il y a des lois, hein, il faut qu'on respecte l'utilisation du domaine public, etc. Moi je conseille quand même de créer une association. Il y a eu un débat assez long au départ pour dire est-ce qu'on crée une association ou bien est-ce qu'on est un simple collectif sans association. Un collectif sans association, c'est difficile de montrer son existence et je dirais sa légitimité. Donc on commence par créer une association et puis après on fait, voilà. Et on est force de proposition vis-à-vis de la municipalité, vis-à-vis du département, vis-à-vis de la région. Mais force de proposition, ça ne veut pas dire qu'on attend un conditionnel, quoi, hein. Voilà, c'est vraiment important. Je vous reprends l'exemple de la monnaie. On a écrit à tous les maires environnants autour de Salon-de-Provence, donc une vingtaine de communes, pour leur dire nous vous informons que la monnaie va circuler chez vous. On n'a pas dit on vous demande l'autorisation de. Non, on vous informe, parce que si vous le découvrez en passant dans la rue, ça va vous donner des boutons. Donc voilà, on les a informés. Il y en a qui nous ont reçus en disant comment on peut vous aider, etc. Mais finalement, on commence par une relation qui n'est pas une relation. Après, on recherche quand même un regard bienveillant. On cherche quand même à être accepté. Voilà, ce qui ne veut pas dire qu'on met nos idées dans la poche, hein. On cherche à faire, mais en étant accepté. Et puis, la relation financière peut venir effectivement sous forme de demande de subvention, parce qu'à un moment, voilà, le nerf de la guerre fait qu'on a besoin aussi d'un peu de moyens pour fonctionner. Et là, comme toute association de ce type, on essaye de garder notre âme tout en utilisant l'argent qu'on nous donne, quoi. C'est-à-dire de ne pas être récupéré. Voilà. Sur les parcs naturels régionaux, on a effectivement plusieurs parcs naturels régionaux autour de nous, les Alpilles ou
Merci, celui qui est de l'autre côté. Oui, le Luberon. Pardon. Et, on a participé à des actions communes sur Aix et sur Salon également. Voilà, c'est opportuniste. Voilà. C'est quand on sent qu'il y a des possibilités. Voilà. Ouais, il y avait une question, monsieur et monsieur. Oui. Et puis, trop tard. C'est peut-être de l'utopie, mais existe-t-il un village qui fonctionne qu'avec une monnaie comme ça, ou pratiquement qu'avec une monnaie comme ça? Ce serait intéressant, monsieur, j'irai le voir. Oui, moi je vais dire des choses. D'abord, j'ai deux petites questions ponctuelles. Vous parliez des commerçants qui marchent avec la roue. Moi, les mouvements que je connaissais, mais qui remontent à il y a 15 ans déjà, les SEM, là, tous ces trucs-là. Hein? Plus près le micro. Les SEM. Eh bien, on faisait aussi échange entre particuliers qui pouvaient éventuellement emmerder les commerçants. C'est-à-dire, moi, je sais faire la plomberie, j'aiderai la dame qui, au contraire, connaît le je sais pas quoi, l'oubetsiscan, la langue d'oubetsiscan, et elle va me l'enseigner, etc. Hein? Ouais, n'importe quoi. La mécanique, etc. Et ce qu'il y a de bien, c'est service, entre autres, de troquer l'intellectuel et le... Mais c'est une première question. Une deuxième question. Vous avez parlé du mouvement pour une alternative citoyenne, c'est ça? Oui. J'ai pas entendu transition citoyenne. Pour transition citoyenne. Collectif pour une transition citoyenne. Ouais. Sinon, je voulais pas mettre les pieds dans... C'est trop général ce que je vais dire. Mais bon, il y a comment on va faire pour être autre chose que des initiatives locales de bonne volonté, forcément pas très durables, parce que ça repose sur l'initiative quand même de toujours un petit noyau, et que le petit noyau il n'y est pas toujours, et que ça retombe après. Et comment va-t-on faire pour être une force qui a suffisamment de poids déjà au niveau civil et encore plus au niveau politique? Alors, qu'est-ce que c'est que le niveau politique? Mais en tout cas, vous voyez bien qu'on est complètement invisible sur les idées qu'on débat actuellement, ici, en général, et dans la société. On le sait bien. Il y a ailleurs, il y a Podemos, il y a peut-être de temps en temps, etc. Il y a eu assez fort les forums sociaux mondiaux, ça continue un peu, mais bon. Et alors, quel est, par exemple, votre rapport aux coopératives d'habitat, de production, etc. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose de fédératif de plus en plus important qui fasse masse, étant donné ces milliers de petits mouvements locaux qui existent? Et je suis bien d'accord avec l'action locale. Voilà. Une dernière, et après il répond, et ensuite on reprend le deuxième tour, le troisième tour. Un aspect un peu technique, j'ai vu les roues. Ce sont des vrais billets, donc avec un liseré, un niveau de protection important. Et ensuite, j'ai remarqué que derrière, il y a un tampon de date limite de validité renouvelable. Donc, ça signifie qu'il y a une technique, un budget, des choses de prévues. Voilà, c'est-à-dire que il y a un niveau d'organisation et de sérieux et forcément un budget pour les produire. Donc ça, c'est ma première question. Comment vous vous organisez? Comment financez-vous le projet? Et est-ce que vous avez envisagé des formes dématérialisées de type carte prépayée ou moyen de paiement électronique sur ce type sur les roues? Voilà. On répond à ces 3 ou 4. Donc oui, alors je vais commencer par la dernière. Excusez-moi, mais parce que c'est un sujet technique. Je vous remercie d'être présent. Hein, c'est Monsieur Serrano, c'est ça? Vous étiez à la conférence ce matin. Voilà, donc merci de venir à celle-ci. Donc représentant de Podemos. Hein, voilà. Comment ça marche le niveau de protection et le tampon derrière? Alors effectivement, les billets doivent être assez infalsifiables. Donc c'est le cas. Bon, la première question à se poser, c'est quel est l'intérêt de falsifier des billets de monnaie locale? En réalité, il n'y en a pas, puisque ça peut être dépensé que chez les commerçants qui acceptent la roue. Donc finalement, il n'y a pas eu de cas, enfin à ma connaissance, de faux billets dans l'ensemble des monnaies locales qui existent. Voilà. Par contre, il y a des cas de cambriolage de commerçants où les billets de monnaie locale restent dans la caisse. Hein, ils prennent les euros, mais ils laissent cela parce qu'ils n'en veulent pas. Hein. Ils se disent ça, on ne sait pas quoi en faire. Donc voilà.
Bon, donc bon, il y a un tampon qui fait partie aussi des solutions de protection. Le tampon est surtout, alors à l'origine, le fait de mettre un tampon, c'est-à-dire de mettre une date de validité du billet tous les 6 mois ou tous les ans, c'est pour dire au bout de cette date de validité, c'est ce qu'on appelle une monnaie fondante, c'est-à-dire que pour remettre en service le billet, il y a un petit quelque chose à payer. Bon, c'est pas grand-chose, hein, c'est 0,5% par exemple, ou 1% de la valeur du billet, enfin pas de la valeur du billet, comment dire, enfin c'est quelques centimes. Nous, on n'a pas adopté cette solution-là, c'est-à-dire qu'on fait que retamponner finalement les billets. Donc c'est vraiment psychologique pour dire la monnaie, elle enrichit le territoire quand elle circule, pas quand elle est stockée sur un compte en banque. Voilà. Contrairement aux idées reçues, c'est pas en stockant de l'argent quelque part qu'on enrichit le territoire, c'est en la faisant circuler. C'est à chaque échange qu'elle enrichit finalement le commerçant qui la reçoit. Donc techniquement, on récupère les billets, on les retamponne, et puis ils repartent pour 6 mois ou 1 an, et ils ne perdent pas leur valeur. C'est simplement une date de validité. Voilà pour la première partie. Et les cartes prépayées, bon, c'est techniquement assez compliqué, ça demande des moyens importants. Donc il y a des monnaies qui l'ont envisagé. Bon, notamment le mouvement Sol, qui est un mouvement beaucoup plus large, puisqu'il y a plusieurs endroits en France où on utilise ce mouvement-là, envisage de mettre en place une monnaie dématérialisée. Bon, qui a beaucoup d'avantages parce que ça évite d'imprimer des billets. Bon, c'est déjà une mécanique beaucoup plus lourde qui demande des moyens beaucoup plus importants, quoi. Donc nous, à notre niveau, on ne peut pas faire ça. On est financé, par les cotisations des adhérents, le bénévolat bien entendu, et puis on a demandé une subvention à l'instance régionale en place aujourd'hui qui est plutôt favorable aux monnaies locales et qui envisage sérieusement de nous aider. Bon voilà, on ne sait pas ce que ça donnera à la fin de l'année. S'il reste en place, tant mieux. S'il ne reste pas en place, je pense que cette subvention risque de s'envoler. Mais bon, pour l'instant, c'est bien parti. Les CEL, alors les CEL, le système CEL, ça veut dire système d'échange local. C'est un échange, aussi une monnaie alternative. Hein, le CEL, c'est un échange de temps. Donc 1 heure de cours d'anglais vaut 1 heure de mécanique. Voilà. Hein. Le problème, c'est que moi, par exemple, je vais donner 1 heure de mécanique et puis j'ai pas envie d'apprendre l'anglais, j'ai envie d'apprendre l'espagnol. Bon, et monsieur, lui, il est prof d'anglais. Donc il va falloir que je m'adresse à quelqu'un d'autre. Donc il faut un compte, il faut pouvoir compter les unités que je lui ai données, et de façon à ce que je reçoive qu'ils reçoivent des unités ou que je reçoive des unités de façon à pouvoir acheter autre chose avec. C'est le principe d'une monnaie. Hein, ça mesure l'échange, voilà, tout simplement. C'est intéressant. Simplement, ça ne touche pas le monde du commerce. Voilà. La différence avec une monnaie locale, c'est que là, on touche les commerçants. Voilà, donc c'est beaucoup plus large. Mais c'est 2 systèmes qui se côtoient. D'ailleurs, à Salon, on a un CEL qui est très vivace, hein, très actif, et la monnaie locale. Donc les deux fonctionnent. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Donc, comment étendre pour être une force politique? En tout cas, qu'est-ce qu'on envisage après? Je dirais que le collectif pour une transition citoyenne est parti de cette idée. C'est la convergence des réseaux finalement. Hein. Il y avait les villes en transition, les colibris, mais pas que, Alternatiba, mais pas que. Hein. Le collectif, c'est un collectif d'une quinzaine de mouvements. Donc vous allez retrouver Attaque, vous allez retrouver les Amis de la Terre, vous allez retrouver les AMAP, vous allez retrouver Terre de Liens par exemple, qui sont des mouvements qui, à leur manière, à leur façon et dans leur domaine, mobilisent la population, les citoyens sur un sujet. Hein, voilà. Vous allez retrouver Enercop. Hein, vous avez des brochures Enercop ici, si vous ne connaissez pas. Donc, il y a un producteur d'électricité 100% renouvelable en France. Et vous pouvez vous y abonner. Ça prend à peu près 20 minutes sur Internet et vous êtes abonné à Enercop. Voilà, donc c'est à la portée de tout le monde. Donc tout ça peut être fédéré. L'idée, c'était de fédérer tout ça dans un collectif. Donc le collectif s'appelle Collectif pour une transition citoyenne. Aujourd'hui, ce n'est pas une force politique. Je dirais c'est déjà un mouvement un petit peu plus large. Et comment on transforme ça en mouvement politique? Je dirais, on va regarder peut-être comment a fait Podemos, peut-être pour en venir là. Mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas encore visible, effectivement, comme vous le disiez, sur le plan politique. Est-ce qu'il y a un village avec une monnaie 100% alternative?
Alors, une monnaie locale, c'est une monnaie locale alternative. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pour vocation de remplacer la monnaie courante. D'abord, ça, ce serait illégal aujourd'hui. En France, hein, je parle de la France. Mais elle vient en complément. Donc, on garde la monnaie pour les échanges, ne serait-ce qu'avec l'administration, n'est-ce pas? Puisque l'administration n'accepte pas la monnaie locale. Mais pas que. On a aussi besoin d'échanger avec des territoires plus lointains où on va avoir besoin d'une monnaie d'échange finalement plus nationale ou internationale. Bernard Lietaer, qui est le spécialiste des monnaies, qui a contribué à la mise en place de l'euro il y a une vingtaine d'années, explique très bien ça. Il dit il faut une monnaie supranationale et puis il faut une monnaie locale. Il faut les deux. Et là, aujourd'hui, on n'en a qu'une et ça nous fait défaut. Il faudrait qu'il y ait des monnaies locales partout, en fait, hein, pour favoriser les échanges locaux. Néanmoins, je vous cite quand même quelques exemples. Vous avez en Suisse le VIR, qui est né il y a environ, après la crise de 29, donc ça fait quand même très longtemps que ça existe, et qui a eu un essor fabuleux à chaque fois qu'il y a eu une grosse crise. Et c'est une monnaie qui sert d'échange entre entreprises, principalement. Donc c'est la monnaie qui sert d'échange entre entreprises. Ça a pris un gros essor. Donc ça ne remplace pas le franc suisse, mais ça a pris un essor important. Et puis un exemple aussi très très fort, c'est le palmas au Brésil, qui, alors que la zone était complètement en crise et complètement délaissée, c'est-à-dire que les gens partaient, en fait, a rebâti une économie complète de village grâce à la monnaie locale, le palmas. Et ça, c'est une histoire qui date de à peu près une quinzaine d'années. Et ils ont créé une banque qui fait des crédits gratuits pour les gens qui veulent effectivement, les gens du village qui ont besoin, etc., etc. Donc c'est une vraie économie qui s'est créée grâce à ça. Alors la monnaie, je dirais, officielle du pays existe toujours, mais finalement ça marche qu'avec l'argent local. Voilà. Donc on va reprendre 1, 2 et 3. Et puis moi aussi j'en ai 2. Oui. Bonjour et merci. Oui, effectivement, on se situe essentiellement au niveau de la microéconomie, c'est-à-dire ce qui se passe localement, et c'est important. Et les alternatives à développer sont effectivement essentielles. Mais en face de ça, malheureusement, la macroéconomie, elle, c'est un petit peu le business à sujet, hein, comme on dit. En fait, on continue comme toujours, c'est-à-dire que on est quand même dans un monde qui. Alors, on parlait, l'introduction était sur le pic pétrolier, mais on peut faire confiance à nos industries pétrolières pour quand il y aura plus suffisamment de pétrole. Déjà, on va gratter les gaz de schiste, les sables bitumineux, etc. On a encore du gaz un petit peu, mais on ira chercher le charbon. Et le charbon, là, malheureusement, il y a des réserves importantes et on peut leur faire confiance. Ils transformeront le charbon en carburant pour faire marcher nos voitures, etc. Donc, on est loin d'être sorti de l'usage des énergies fossiles, même si le pic pétrolier est une réalité, sans nul doute. C'est les coûts seulement qui vont augmenter et au détriment, sûrement, là encore une fois, des personnes les plus défavorisées qui n'auront pas accès ou qui auront de moins en moins accès à ce type d'énergie. Alors, il est clair qu'en parallèle à ça, ce qui est important, c'est le développement. Et là, on rejoint les expériences alternatives. C'est le développement des formes alternatives d'énergie. Alors, l'éolien, il est quand même du niveau industriel. Tout ce qui est solaire, je dirais, photovoltaïque ou autre, c'est quand même beaucoup plus du local. Et là, c'est important. Alors, ce qui est important, effectivement, aussi à souligner, c'est que là aussi, il y a un croisement des coûts qui est en train de se faire. C'est-à-dire que ces énergies-là deviennent de plus en plus compétitives. Mais là, on rejoint aussi les logiques de marché. C'est-à-dire, c'est parce que ces énergies-là vont devenir compétitives qu'on va peut-être avoir une chance qui est un renversement des tendances. Hein, sinon, on va continuer, encore une fois, business as usual. Et ça, c'est important, y compris par rapport au nucléaire. On est ici, il faut le rappeler aussi, à Salon, il y a peut-être toutes ces expériences-là. Il y a aussi les bases aériennes et il y a aussi les ITER qui est là en train de faire tourner les futures, soi-disant, solutions de 4e génération d'énergie nucléaire. Donc, c'est parce qu'on a peut-être cette chance qui est, au niveau des coûts, un croisement, qu'il y aura peut-être une chance pour que ces solutions-là soient finalement reprises. Sachant que le poids des technologies investies dans les moteurs automobiles à explosion, etc., fait que le changement, il est pas pour tout de suite. Il faudra changer beaucoup de choses. Voilà, donc ça, c'est
c'est une première remarque. Et à savoir aussi, à considérer aussi qu'effectivement, quand des solutions coopératives, associatives, locales marchent, elles sont vite récupérées. C'est pas forcément mauvais, mais c'était un constat. Quand le covoiturage commence à marcher par Internet, mais c'est Blablacar qui récupère ça et ça devient du business. Quand les vélos, le prêt de vélo devient intéressant, ben c'est les Vélib et c'est les compagnies Bolloré ou autres qui récupèrent l'affaire. C'est bien, c'est mal, on peut en discuter. Bon, voilà. Et pour revenir aussi... Merci de conclure, Jean-Pierre. Oui, rapidement. Pour revenir sur les monnaies locales, il y a effectivement, alors c'est peut-être là une question davantage, il existe des monnaies non conventionnelles, c'est tous les tickets restaurants qui circulent depuis des années, mais là aussi, elles ne sont pas dans les mains des citoyens, on va dire. Voilà, c'est une question, quelle est vraiment la différence fondamentale qu'il peut y avoir entre ce type de monnaie qui est largement utilisé, le ticket restaurant, et l'usage des monnaies locales. Voilà. Oui, moi je voudrais surtout faire une remarque et vous inviter à... C'est pas vous inviter, vous annoncer qu'il y a une initiative qui a enfin vu le jour après 7 ans de tractations diverses et variées administratives et qu'un groupe de gens dans le Var a acquis un terrain pour faire un éco-hameau. Nous sommes 10 et nous cherchons encore du monde et le chantier a commencé le 1er juin puisque nous avons signé le 1er juin. Voilà, donc c'est de l'éco-construction, de l'autoconstruction, du bioclimatique. Nous sommes soutenus par la mairie et c'est intergénérationnel. Il y a 4 générations représentées à l'heure actuelle. Pardon ? C'est à quel endroit ? C'est au Canet des Morts. Et si vous voulez de plus amples informations, le site, c'est Bois de Brindille, bois comme le bois BOIS, DE, tout attaché Brindille, parce que c'est le nom de la personne qui nous l'a vendu, .fr. Pardon ? Oui, singulier Brindille. Et donc, c'est tout à fait dans cet état d'esprit. Il y aura énormément de choses de mutualisées. La construction se fait en mutualité aussi. Nous partageons le chantier entre nous avec quelques professionnels, mais nous travaillons sur les lots des uns et des autres. Il est prévu une faible empreinte au sol, c'est pour ça qu'il y a 2 niveaux. Enfin bon, je passe les détails, je ne veux pas monopoliser, mais je voulais quand même parler de cette initiative qui, pour moi, est importante et qui a quand même pas été facile. 7 ans, le mec, il a mis pour aboutir. Et on n'est qu'au début du chantier. Encore 2 questions ici. Oui, bravo. On y va ? Oui, moi, la question a déjà été posée, donc je réinsisterai sur la question de l'alternative. Donc, mon voisin à gauche en a parlé, mon voisin à droite en a parlé également. C'est comment passer au niveau supérieur. Moi, j'ai été militant à Attac. Attac avait ce projet. Attac, c'était une première manifestation de rassemblement d'un ensemble d'acteurs qui se posaient cette question pour créer une dynamique de transformation qui ne soit pas à la marge. On a l'impression qu'on est toujours à la marge. Et depuis, j'ai l'impression qu'on est toujours à la marge. Alors, un peu plus, un peu moins, c'est un peu différent, etc. Mais on n'a pas le sentiment que ça enclenche quelque chose qui serait effectivement une participation citoyenne véritable. Donc, je veux bien, comme vous dites, on est une quinzaine rassemblée autour de mouvements citoyens participatifs, d'accord. Mais si c'est pour répéter sans arrêt ce genre de choses, donc quelle est la stratégie pour effectivement passer au niveau supérieur? Parce que moi, j'ai l'impression de bégayer. Dernière question. Ça marche ? Oui. J'ai une question, mais j'aurais voulu quand même vous dire que pour moi, c'est qu'une question de nombre. Voilà. Au nombre. Voilà. Ah ben, ça, il n'y a personne qui le sait. Ça, je peux vous dire, j'ai essayé chez moi. 45 familles, j'ai eu une réunion de 7 personnes. Voilà. Et qui tombaient un petit peu à l'eau parce qu'ils ne savaient même pas de quoi on parlait. Voilà, donc c'était pas ma question. Je voulais savoir si concrètement, alors sans passer à l'étape supérieure, vous aviez des projets immédiats, à moyen terme, nouveaux, une nouvelle initiative en tant qu'à Salon. Et ensuite, je voulais une question. C'est puisqu'on échange, on achète finalement, on achète des roues. Est-ce qu'on peut dire qu'on achète des roues ? On échange des roues. Et donc mes euros
quand j'achète des roues, où vont mes euros? Voilà. Parce que finalement, on double la masse monétaire d'un coup, là, il me semble. Est-ce que c'est faux de dire qu'on double la masse monétaire d'un coup, simplement en créant des billets? Je peux t'en poser deux rapidement. Rapide. On va essayer de rien oublier. Oui, deux questions rapides. La première, c'est, tu as parlé du mouvement des sols. À Toulouse, on avait le sol violette. Est-ce que ça communique entre les roues et les sols, par exemple? Et deuxième question, est-ce que vous faites face à une répression, en quelque sorte? Parce qu'à un moment, tu as dit, la loi nous interdit certaines choses. Est-ce que tu peux préciser un peu plus ce point? Merci. Bien, une belle brochette de questions. Donc, je reviens sur ce que vous disiez, monsieur. Sur les énergies. Bon, les énergies, c'est un gros débat. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas fini d'épuiser les énergies fossiles. Je dirais que la chance qu'on a, si on peut employer ce mot-là un petit peu avec dérision, c'est qu'on est dans une urgence climatique qui est telle que remplacer le pétrole par le charbon ou le gaz, ça ne va pas résoudre, ça va même plutôt aggraver la situation. Donc, et là, on ressent, je sais pas, moi je ressens peut-être au niveau international un peu plus de prise de conscience de ce problème-là. Même les Chinois ont l'air de découvrir ça maintenant. Donc, bon, je me dis qu'on va devoir quand même mettre en œuvre des solutions propres, entre guillemets. Je ne mets pas le nucléaire dans les solutions propres. Hein. Je parle de solutions propres dans tous les sens. Hein. Donc voilà, ça va normalement aller vers un développement des énergies renouvelables. Maintenant, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. La première énergie disponible, c'est celle qu'on ne consomme pas. Voilà. Donc la prise de conscience du citoyen sur le fait de diviser par deux sa consommation d'énergie, tout confondu, hein, que ce soit pour les déplacements, en utilisant moins la voiture, que ce soit à la maison, peut-être en mettant des panneaux solaires, par exemple, ou en isolant mieux, etc. Ça contribue largement à ça. Aujourd'hui, on a des panneaux photovoltaïques qui vous permettent de faire de l'autoconsommation. D'accord, donc il y a un micro ondulaire derrière. Vous mettez au soleil là, comme j'ai là, si j'en avais un sur la tête là, et puis vous alimentez directement votre machine à laver ou votre frigo. Bon, voilà. C'est simple, c'est facile, tout le monde peut le faire, enfin, sauf ceux qui habitent dans des immeubles. Mais bon, voilà, c'est relativement facile à mettre en œuvre. Donc, l'action, encore une fois, individuelle, citoyenne, plus il y a de gens qui vont utiliser ces solutions-là, et plus on va aller vers des solutions, je dirais, propres, alternatives. Maintenant, ça n'empêche pas les lobbies de faire leur boulot et puis d'essayer de continuer à développer, à brûler tout ce qui peut exister. Quand on parle de pétrole, aujourd'hui, on vous dit à la radio, c'est formidable, on a découvert un champ pétrolier, il y a au moins 1 milliard de barils. Bon, il faut aller chercher à 3000 mètres sous l'eau, c'est pas facile. Mais bon, 1 milliard de barils, quoi. D'abord, je ne sais pas comment ils le mesurent, c'est impossible à mesurer. Mais vous savez ce que ça représente en jours de consommation, 1 milliard de barils? 1 milliard de barils, c'est 15 jours de consommation mondiale. On vous annonce ça comme la nouvelle du siècle, ça repousse l'échéance de 15 jours. Est-ce que vous pensez que c'est sérieux? Voilà. Donc on va de toute façon, et ils le savent, enfin, que ce soit Total, Shell, Exxon, etc. Ils savent très bien qu'ils sont au bout du rouleau et qu'ils vont devoir passer à d'autres solutions. Voilà. D'ailleurs, le fait qu'ils investissent massivement dans l'énergie renouvelable montre qu'il y a urgence, parce qu'ils essayent quand même de sauver leur mode de fonctionnement. Voilà, donc c'est un indice de plus, comme quoi c'est sérieux ce sujet-là. Je reviens sur le sujet des tickets resto. Oui, les tickets resto, c'est un modèle de monnaie alternative également, bon, qui fonctionne dans les entreprises. Et finalement, c'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs aux commerçants quand on présente la monnaie locale. On dit, bon, c'est un peu le même mode de fonctionnement que les tickets resto, sauf que pour échanger les tickets resto contre des euros, le commerçant paye. Hein, tandis que là, pour échanger des roues contre des euros, il ne paye pas, c'est gratuit. Voilà, donc il nous accueille avec un peu plus d'écoute, on va dire. Sur le sujet de l'alternative, je suis 100% d'accord avec vous. C'est peut-être un petit pas, c'est peut-être une petite goutte d'eau en plus. On rejoint le Kaizen. La philosophie du Kaizen japonais, c'est la théorie des petits pas.
un petit pas de plus. Moi, ce que je constate, j'espère que vous le voyez aussi, c'est que on est de plus en plus nombreux. C'est-à-dire que les mouvements qui prônaient ça il y a quelques décennies étaient vraiment très très peu nombreux, malheureusement. Bon, je ne remonte pas jusqu'en mai 68, hein, mais je veux dire que si on remonte à 20 ans, par exemple. Et puis là, à chaque fois qu'il se passe quelque chose comme ça, il y a des gens qui viennent, qui comprennent qu'il y a un souci, qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut passer à l'action. C'est ça notre job. C'est modeste, c'est humble, c'est de dire je fais en sorte qu'il y ait quelques personnes de plus qui soient au courant et qui se mettent en action. Voilà. Et plus il va y avoir de monde en termes de citoyens qui sont actifs et qui décident de bouger les choses, d'abord à leur niveau, puis au niveau de leur communauté, puis au niveau de leur ville, de leur région, et puis tout ça existant un petit peu partout, va faire que la forêt va pousser partout en même temps. À un moment, je pense que ça va être repris politiquement. Il y a forcément quelqu'un qui va porter ce message-là. Il y a déjà des gens qui parlent, hein, notamment, comment elle s'appelle, Madame Écolo, là, Duflo, qui parle de créer un mouvement citoyen. Bon, ça existe déjà, elle a l'air de le découvrir. Mais bon, peut-être qu'il y a une idée derrière de se dire on va reprendre ça au niveau politique. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas la solution. Peut-être que M. Serrano en a parlé tout à l'heure. Comment Podemos a pu passer du stade du simple mouvement citoyen à être présent aujourd'hui, je dirais, sur un point de vue politique, quoi, hein. C'est... Voilà, je vous laisse la parole si vous voulez peut-être nous donner des explications là-dessus. Le surgissement de Podemos est une initiative d'un groupe d'animateurs de la vie politique et intellectuelle espagnole qui, à un moment donné, ont décidé de prendre l'initiative d'organiser une liste aux européennes qui soit montée de façon à ce qu'elle puisse représenter le courant du mouvement des indignés, qui est un courant qui a surgi en Espagne en 2011 et qui a effectivement permis, je dirais, à la jeunesse espagnole et au peuple de trouver une nouvelle représentation d'elle-même. Puisque avant le mouvement des indignés en 2011, quand il a surgi et qu'il a surpris tous les dirigeants politiques locaux, associatifs, etc., l'idée générale courante, c'est que les jeunes ne s'intéressaient à rien, de toute façon tout était apathique et il n'y avait rien à faire. Un des jeunes qui sont dans Podemos Paris me racontait que quand il était à Madrid en 2009, il regardait la télé des manifestations en France qui se déroulaient à la Bastille, et sa mère lui disait: tu vois, c'est en France que ça se passe, en Espagne il se passera jamais rien. Voilà, donc le surgissement a surpris, mais il est effectivement, il a du coup créé une situation complètement différente, et un petit groupe de gens à un moment donné ont fait une proposition qui a recueilli cette aspiration sous forme de mouvement politique et électoral, à visée électorale, ce qui était la différence. Donc le but étant de créer passer la marche de l'élection et d'aller tenter les élections au gouvernement. Et cette marche s'est faite d'une certaine manière en marginalisant et en balayant l'ensemble des mouvements politiques et sociaux dits de gauche alternative, qui peuvent le percevoir d'ailleurs comme une blessure, hein, mais qui ont été poussés de côté un peu par hasard, puisque la première démarche des responsables de Podemos, notamment Pablo Iglesias, a été d'aller voir les dirigeants de l'équivalent du Front de gauche espagnol, en leur proposant de faire cette chose-là, de faire cette liste ouverte. Ils l'ont envoyé promener parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient pas besoin de lui. Et du coup, maintenant, c'est eux qui sont balayés, parce que cette aspiration à changer le système de représentation, à ce que les gens qui vont exercer des responsabilités politiques soient reconnus par le peuple, et que le peuple les considère non pas comme ses représentants qui vont réfléchir à sa place, mais comme des gens qui sont porteurs de ces aspirations. C'est fait à ce moment-là, parce que les gens qui l'ont fait avaient cette légitimité, et ce regard légitime, et parce qu'en plus, je dirais un peu par hasard, ils l'ont fait complètement en dehors des appareils en place, ce qui en Espagne correspond à une demande profonde de renouvellement. Je disais tout à l'heure que, comme vous êtes dans les Bouches-du-Rhône, vous avez une idée de ce que peut être l'accaparement de la vie politique, toute tendance politique confondue
par un système de clientèle et où tout le monde se tient. Cet accaparement existe en Espagne de manière nationale, de manière très forte, et effectivement, l'occasion de le rejeter est venue un peu par hasard, et elle s'est développée dans ces conditions-là. Voilà. Donc toute reproduction vers un pays voisin et ami est extrêmement difficile à faire, mais l'aspiration est là. C'est-à-dire que la traduction de l'aspiration en politique passe par en tout cas un principe, enfin je dirais deux principes importants. Le premier, parler au peuple et être à l'écoute du peuple, et ne pas avoir peur de lui et ne pas le détester, ne pas le trouver inquiétant, ne pas considérer qu'il ne parle pas comme il faut et qu'il ne fait pas ce qu'il faut, alors que nous, peuple de gauche, savons tous ce qu'on doit faire. Donc acter le fait que peut-être le peuple aujourd'hui ne s'émeut pas comme un groupe d'entre nous en voyant monter un drapeau rouge et chanter à l'international, même si c'est émouvant et ça peut nous mettre la chair de poule. Le peuple aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui n'y est plus. Et donc ça consiste à comment ne pas rester entre soi. Donc c'est le premier point. Admettre pour cela la défaite historique et même la déroute historique des projets de gauche et progressistes au XXe siècle. Donc les admettre signifie passer à autre chose. Voilà. Et après, que dire d'autre? Effectivement, la question du leadership est importante. C'est-à-dire que là où les listes de rassemblement populaire ont fonctionné dans les élections municipales récentes, c'est là où les gens qui tiraient ces listes ont été à un moment donné des personnes qui ont eu la capacité de coaguler et sur leur personnalité et leur personne. Ces aspirations-là, c'est ce qui fait qu'à Madrid, les gens ont fonctionné. Je disais un peu les communards, les responsables de la garde républicaine à Paris en 1871, quand ils ont appelé les Parisiens à élire leurs représentants, leur avaient conseillé d'élire parmi le peuple ceux d'entre eux qu'ils connaissaient les plus valeureux, et de préférence à choisir leurs élus parmi les gens qui n'étaient pas candidats, car comme ça, ils seraient sûrs de leur désintéressement. D'une certaine manière, c'est ce qui s'est passé avec la maire de Madrid actuelle, Manuela Carmena, qui s'est fait tirer l'oreille, mais non pas comme une danseuse, retenez-moi, j'y vais, je veux pas y aller, mais parce qu'en tout cas, elle a vraiment amené cette image de différence. Et effectivement, là où le leadership permet de rassembler, faire des listes, non pas d'union de la gauche, ou de force de progrès, ou d'associatif, mais vraiment des listes dans lesquelles le peuple se reconnaît, la différence se fait. Voilà. Merci. Merci. J'espère qu'on pourra, malgré ce que vous avez dit au départ, j'espère qu'on pourra reproduire cette idée, en tout cas l'idée de base chez nous. Il nous reste 5 minutes. Ouais. Aujourd'hui. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais répondre aux 3 questions qui sont intéressantes également, qui ont été posées. Où vont les euros? Alors, j'avais oublié effectivement de parler de ça, mais effectivement, c'est capital. Qu'est-ce qu'on fait des euros quand on échange des roues? Vous êtes adhérent, vous venez, vous nous donnez vos merveilleux euros que vous avez durement gagnés, et puis moi, je vous donne des bouts de papier en échange, et il n'y a pas d'arnaque. Donc, vous vous rendez compte? Les euros sont déposés sur un fonds de garantie qui est détenu par une banque qui s'appelle la Nef. Donc je dis bien une banque, puisque maintenant la Nef est considérée comme une banque. La Nef, ça veut dire Nouvelle Économie Fraternelle. C'est une banque, c'est la seule vraie banque éthique en France. La Nef a une particularité, c'est qu'elle ne va pas sur les marchés financiers. Donc c'est une banque de dépôt, et c'est une banque qui fait des prêts à hauteur de des dépôts qui lui sont faits. D'accord? Elle ne prête pas plus que ce qu'elle a. Vous vous rendez compte? Si ça existait pour les autres, ce serait assez incroyable. C'est-à-dire que si elle a 50 millions, 100 millions sur ses comptes, eh ben, elle va prêter à hauteur de ce qu'elle peut mettre, hormis bien entendu ses fonds propres, mais et pas plus. Voilà. À un moment, elle dit stop, il n'y en a plus. Donc l'année dernière, la Nef a prêté pour 26 millions d'euros sur des projets écologiques, des projets culturels, des projets sociaux. Voilà, donc il y a des critères de sélection précis. Ils refusent des dossiers qui sont... Voilà. Donc, oui, non, mais bon, il y a des critères. Bon, ok, mais la réalité, c'est 26 millions d'euros de prêts, 131 emplois créés grâce à ces 26 millions d'euros de prêts. Donc, il y a effectivement, on va dire, on dédouble la monnaie.
on laisse une monnaie circuler et jouer son rôle de mesure d'échange, parce que c'est son rôle fondamental, et en même temps, on a de l'argent sur un compte qui permet d'aider éventuellement un jeune qui veut s'installer en bio, un artisan qui veut développer une activité de pose de panneaux photovoltaïques par exemple, ou de chaudière solaire. Voilà, donc c'est important. C'est aussi ça qui permet, on aide doublement le territoire en fait en utilisant la monnaie locale. Est-ce qu'on a des projets nouveaux? La roue, c'est un gros projet nouveau qui a démarré cette année. Donc toutes nos actions sont mobilisées là-dessus. Et puis ce qui avait été fait avant continue. Donc à chaque fois, si vous voulez, c'est un cumul. Le festival de cinéma, l'anti-gaspi, les jardins collectifs et d'autres petites choses comme ça, les cafés transition, etc. Donc on mobilise beaucoup de monde. L'enthousiasme est communicatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui nous ont rejoints pour participer à ces actions. Et ce qui fait que le groupe grandit. Et ça, c'est aussi encourageant. Et il y a des gens qui s'autonomisent et qui commencent à reprendre en fait des projets anciens comme les cafés transition. Et c'est plus l'équipe d'origine qui s'en occupe, c'est des nouveaux qui reprennent l'idée et qui développent à leur façon en amenant leurs idées nouvelles, etc. Ça, c'est encourageant. C'est vraiment bien parce que ça veut dire que ça s'enracine. Voilà. Le lien entre les autres monnaies locales, notamment le sol violette, les monnaies locales n'ont pas vocation à être interéchangeables entre elles, a priori, puisqu'on a une monnaie nationale pour ça qui s'appelle l'euro. Donc une monnaie locale a vraiment vocation à tourner sur un territoire restreint, un territoire local. Nous, on est un peu un mix entre les deux, parce qu'on a une monnaie locale sur Salon, mais qui est le même support que vous avez vu tout à l'heure, que celle du Vaucluse et celle de Marseille, ce qui fait que si je vais dans le Vaucluse ou à Marseille, je vais pouvoir utiliser les mêmes coupons. Et un Marseillais qui vient à Salon va pouvoir, si il y en a, ça existe, va pouvoir utiliser les mêmes coupons que ce qu'il utilise à Marseille. Donc il y a une petite interopérabilité locale, mais ce n'est pas le but. Après, il y a des rencontres qui se font entre toutes les monnaies locales de France. Le réseau Sol est un réseau, je dirais, qui commence à bien fédérer autour de lui. Donc il y a des échanges d'idées. Il y a des réflexions sur des supports dématérialisés, etc. Et l'expérience du réseau Sol est précieuse. Donc il y a des échanges qui sont faits, mais pas des échanges au sens des coupons. Voilà. Et le cadre légal, je pense qu'on va terminer avec ça. Oui, on est contraint par un cadre légal, j'allais dire heureusement, parce que c'est rassurant. C'est aussi ce qui fait qu'il y a une confiance des utilisateurs et des commerçants. Parce que on joue quand même, entre guillemets, on joue pas, mais on utilise, on fait en sorte d'utiliser l'argent qui nous est confié, comme je disais tout à l'heure, par l'intermédiaire des prêts de la nef. Bon, il faut être sérieux et rigoureux dans la gestion de cet argent, un petit peu comme une banque, même si on ne revendique pas ce nom-là. Et donc, heureusement, il y a un cadre légal qui permet de ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Et nous-mêmes, on se met des règles aussi très strictes de fonctionnement pour éviter, pour faire en sorte que cette confiance continue d'exister.